Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez pu profiter du dîner. C'est maintenant le moment tant attendu du dévoilement de l'étude du baromètre industriel québécois de STIC. J'invite donc sans plus tarder M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIC, à monter sur la scène pour nous faire la présentation des faits saillants de cette vaste étude. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Ceux qui n'ont pas commencé le dessert, manquez-le pas. Ça vaut vraiment la peine. J'ai trois objectifs aujourd'hui. Un, je veux ajouter des notions à des sujets que vous maîtrisiez peut-être un peu plus. Je veux également vous apprendre des nouvelles choses. Et troisièmement, je veux ne pas parler trop vite aussi. Sinon, Cindy va me le dire. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui en si grand nombre pour venir assister à la présentation donc des résultats, en fait, des faits saillants de la 14e édition de notre baromètre industriel québécois. Avant de débuter, pour ceux qui nous connaissent moins, j'aimerais dire quelques mots sur qui nous sommes chez STIC et ce que nous faisons pour le secteur manufacturier. Donc, STIC est une association d'entreprises manufacturières qui existe donc depuis 36 ans déjà. On est actif un peu partout au Québec. Nos membres œuvrent dans l'aéronautique, le secteur du transport terrestre, la défense et sécurité, l'énergie, les ressources naturelles, etc. On compte 450 membres, des donneurs d'ordre, mais aussi beaucoup de PME manufacturières. Notre mission chez STIC est de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Alors concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? Donc, nous aidons les entreprises à trouver des clients, des fournisseurs ou des partenaires d'affaires. Également, nous aidons les entreprises donc à s'améliorer, à améliorer leur compétitivité, leur performance, leur efficacité par le biais de nos conférences, nos cercles de partage entre entrepreneurs, nos visites d'entreprise, nos présentations, mais surtout avec nos programmes Podium. On a terminé notre programme Podium Transport en mars dernier et on a présentement actif notre programme Podium Manufacturier. On a un programme également pour les entreprises qui sont actives dans le secteur des ressources naturelles et on est en attente d'autres programmes aussi, donc plusieurs nouvelles à venir. Les programmes Podium, pour ceux qui sont moins familiers, STIC fait un diagnostic objectif et indépendant des processus opérationnels de gestion et ensuite, on trouve les bons consultants, les bons formateurs pour aider l'entreprise à réaliser les projets qu'elle veut mettre en place en fonction de ses priorités. Et ça fonctionne très bien. Afin de réaliser notre mission, nous allons compter sur l'appui de plusieurs partenaires, mentionnant en particulier donc Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On en voit d'autres également apparaître à l'écran. À l'écran, finalement, oui. Et on compte aussi plusieurs entreprises qui sont moyennes ou de grande taille dans le secteur des services, dans le secteur manufacturier, qui sont membres de STIC, qui sont partenaires de STIC, et ça, pour la plupart, depuis plusieurs années. Donc, ils sont toujours avec nous. Si on ajoute des nouveaux à chaque année, on est bien content de les avoir avec nous. Je ne les nommerai pas tous, il y en a quand même beaucoup. Maintenant, donc ça, c'était pour STIC. Ceux qui veulent en savoir plus, mes collègues conseillers, ça va leur faire plaisir de vous expliquer tous les avantages à faire partie de notre réseau. Donc maintenant, je voudrais vous mentionner quelques chiffres pour illustrer l'importance du secteur manufacturier au sein de notre économie. Donc, le secteur manufacturier était responsable pour 49,1 milliards de dollars de PIB en 2022. Donc, PIB, produit intérieur brut. C'est une hausse de 2,8 par rapport à l'année précédente. Les ventes ont atteint 213 milliards de dollars en 2022, en hausse de près de 16 par rapport à l'année précédente. Vous savez, il y avait beaucoup de rattrapage à faire en 2021 et en 2022. Le secteur manufacturier emploie 440 000 personnes dans plus de 13 500 établissements. Vous savez, l'économie a chuté beaucoup en 2020, comme je mentionnais, reprise en 2021, reprise en 2022. Il y a beaucoup des indicateurs qui sont revenus en 2022 au niveau où ils étaient en pré-pandémie, donc 2018-2019, entre autres le PIB et le nombre d'employés. On est revenu vraiment à des niveaux pré-pandémiques. Je tiens à rappeler aussi, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que le secteur manufacturier, c'est beaucoup de petites entreprises. En effet, 92 des entreprises manufacturières comptent moins de 100 employés. Donc, on pense souvent aux grands donneurs d'ordre, qui sont importants, mais en termes de nombre, les petites entreprises sont beaucoup plus nombreuses.
Au point de vue des exportations, donc, encore une fois, ça n'a pas changé depuis avant la pandémie. Le secteur manufacturier québécois était responsable de 87 des exportations. Les salaires hebdomadaires moyens étaient de 6,4 supérieurs à la moyenne. Et enfin, comme vous le saviez, le secteur manufacturier vit une période de plein emploi. Vous savez, c'est plein emploi partout, mais c'est encore pire dans le secteur manufacturier. En effet, il a été calculé que le taux de chômage du secteur manufacturier était de 2 contre 4,3 de l'ensemble de l'économie. Donc, tout le monde travaille et on le sait, c'est pas évident de trouver des bons employés. Maintenant, une autre donnée intéressante aussi, on a beaucoup parlé au cours des dernières années de la productivité du secteur manufacturier québécois. Notre productivité, en fait, est mesurée par le PIB divisé par PIB généré divisé par les heures travaillées. Vous savez, on est en retard. Maintenant, est-ce que le retard s'amenuise ou augmente? Eh bien non, heureusement, le retard s'amenuise. En fait, il y a une diminution de l'écart de productivité entre notre secteur et celui du Canada, ou en fait, de l'ensemble du Canada ou de l'Ontario. Donc, l'écart négatif, donc le Québec comparé à l'ensemble du Canada, qui était de 10,6 en 2017, a été rétréci à 7 Par rapport à l'Ontario, l'écart était de 11,4 et il est maintenant, en fait, en 2021, il était rendu à 6,6 Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut voir, il y a encore du chemin à faire, mais on dirait qu'on est sur le bon bord. Donc, tant mieux. On sait que les entrepreneurs ont investi, donc j'imagine qu'à un moment donné, ça continue à se traduire par des résultats assez intéressants à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde l'évolution du PIB globalement pour l'économie, regardons pour 2021, 2022 et les prévisions pour les années à venir. Donc, on voit en bleu, c'est l'augmentation du PIB de l'économie québécoise, en orange, celle du Canada, celui du Canada. En vert, on voit les États-Unis et en rouge, le reste du monde. Donc, évidemment, 2021, fort rebond. Écoutez, un PIB qui augmente de 6,0 On ne voit pas ça normalement dans des économies avancées comme la nôtre. Donc, évidemment, ça faisait suite à la pandémie. Donc, gros gain du côté du PIB. L'économie a avancé beaucoup, mais moins vite en 2022. On voit plutôt un taux de croissance qui est plus soutenable, là, si on peut dire, là, de 2,8 Par contre, au niveau de 2023-2024, il y a beaucoup d'économistes qui font beaucoup de prédictions. Il y en a qui disent peut-être une petite récession, courte récession. Il y en a qui disent on va y échapper de justesse. Globalement, ce qu'on peut prévoir, c'est que le PIB manufacturier, en fait, le PIB globalement du Québec devra avoir une très faible hausse en 2023 et un peu plus en 2024. Maintenant, ça, je vous ai présenté, c'est des données macroéconomiques. C'est des données qu'on a trouvées grâce à diverses sources d'informations. Maintenant, je vais vous parler de notre étude. Mais avant d'arriver aux résultats, je voudrais vous présenter comment on arrive à nos résultats, afin d'établir la crédibilité de notre étude. Donc, pour la 14e année consécutive, nous avons mandaté une firme experte en sondage, le soin de sonder 500 répondants œuvrant dans des PME qui ont entre 10 et 500 employés dans plusieurs secteurs manufacturiers dans toutes les régions du Québec. D'ailleurs, il y en a peut-être ici d'entre vous qui ont été contactés. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Si vous avez répondu. La prochaine fois, on voudrait qu'il y ait encore plus de monde qui répondent. Mais écoutez, 500, c'est très représentatif. On a une marge d'erreur de 3,9 19 fois sur 20. Donc, c'est un sondage qui est très crédible. Notre population d'enquête, donc les PME dans notre base de données qui ont entre 10 et 500 employés, on en a 2800. Donc, nos résultats ont été analysés et on a aussi joint à nos résultats différentes données qui viennent donc de sources crédibles telles que les grandes banques, l'Institut de la statistique du Québec et autres. Et enfin, nos résultats ont été discutés avec un groupe d'entrepreneurs lors d'un focus group qu'on a fait au mois de mars dernier. Et à travers les années, donc je mentionnais, c'est la 14e édition, bien, notre baromètre a fait des petits. Cette année, par exemple, on publie avec Alu-Québec le baromètre de l'aluminium. Je crois que c'est la 7e édition, si je ne me trompe pas. Également, on publie la 2e édition du baromètre de Sherbrooke, en collaboration avec Sherbrooke, Innopol et la ville de Sherbrooke. Et enfin, on publie la première édition du baromètre des textiles techniques en collaboration avec Technitextile Québec. Également, on remarque que depuis quelques années que nos indicateurs sont repris de plus en plus par d'autres organisations, donc c'est signe de la crédibilité de nos chiffres. Je parlais du groupe de discussion, on les voit apparaître à l'écran, donc des PME manufacturières d'un peu partout au Québec, sont tous membres de STIC, évidemment,
et puis qui œuvrent dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, je les remercie de leur contribution. D'ailleurs, leurs témoignages font l'objet de 4 capsules vidéo que nous pourrons regarder tout au long de ma présentation. Maintenant, on arrive aux faits saillants de l'étude comme telle. Donc, cette année, nous avons regroupé ce que je vais vous présenter en 6 thèmes. Donc, premièrement, nous allons parler de l'économie, en particulier de l'inflation et des taux d'intérêt. Nous allons également parler de vente, de ressources humaines, de technologie numérique, de cybersécurité, ainsi que de gestion environnementale. Il y a beaucoup de chiffres dans ce que je vais vous présenter. L'idée, ce n'est pas d'essayer de voir tous les chiffres. Je vais attirer votre attention sur ce qui est important, qui est pertinent, ce qu'on veut mettre en relief. De toute façon, tout ce que je vous présente est dans notre document, que vous pourrez récupérer à votre sortie. Également, vous pouvez le télécharger à partir de notre site Web. Donc, allons-y maintenant avec le premier thème, donc l'économie, donc en particulier le taux d'inflation très élevé en 2022. Et donc, il y a eu comme conséquence la hausse rapide et marquée donc, des taux d'intérêt. Évidemment, ces 2 phénomènes-là ont eu des impacts importants sur nos entreprises. Toutes nos entreprises ont eu un impact côté prix de revient, donc leur coût de matières premières et de ressources humaines a augmenté. Donc, conséquemment, la grande majorité ont réussi à augmenter les prix de leurs produits et services qu'ils ont vendus aux clients. Par contre, est-ce qu'ils ont augmenté assez? La réponse, c'est non, parce que la moitié des répondants disent que leur marge bénéficiaire a été réduite en 2022 à cause de ces phénomènes. Donc, ce que ça veut dire, une marge bénéficiaire réduite, donc, en fait, moins de capacité d'investir en développement de produits, en innovation, en commercialisation et autres, et aussi moins de capacité d'investir dans des projets d'investissement, en équipement, en technologie, en immobilisation, etc. Donc, justement, la moitié des répondants disent qu'ils ont retardé certains projets d'investissement à cause de la situation en 2022. 17 disent qu'ils ont eu des problèmes de liquidité et près d'une entreprise sur 10, en fait, près un répondant sur 10 dit avoir craint pour la survie de son entreprise. Donc, ça peut paraître peu, 9 c'est pas tant que ça, mais si on regarde la population de 2800 entreprises, ça fait quand même 250 entreprises. C'est quand même pas un fait divers. D'ailleurs, les effets de l'inflation et des taux d'intérêt font l'objet de la première capsule vidéo que je vous présente à l'instant. C'est des sujets qui reviennent très souvent, l'augmentation des prix puis la réduction des marges bénéficiaires, l'inflation, qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché. Ça a eu beaucoup d'impact depuis plus qu'1 an. Absolument. C'est ça, ça fait un peu plus qu'1 an qu'on est là-dedans, dans l'augmentation des prix des consommables, entre autres, courant de voir des 20 30 d'augmentation sans gêne. Oui, sans gêne. Bien, sans gêne, comme tu dis, les augmentations. Donc, nous, on a adopté la même philosophie sans gêne. Donc, c'est-à-dire pour les produits qu'on vend à nos clients, à un moment donné, on n'a jamais dit on va absorber. Donc, sans gêne, nous autres aussi, on augmente les prix en fonction de l'augmentation de tout. Nous, dans le domaine de l'aéronautique, c'était un énorme défi. On a besoin de pièces, de matériel quand même assez spécialisé. Puis nos augmentations seulement de matières premières, c'était de 100 à 250 %. On a des ententes à long terme, mais les clients étaient réticents à changer les prix. Il faut user d'imagination. Il faut s'optimiser, il faut se moderniser. Au niveau de la production, on cherche des solutions qui vont faire en sorte qu'on va garder les mêmes marges sans nécessairement passer des grosses augmentations de prix aux clients. Donc, comme on travaille plus à lumière fermée, donc pas d'opérateur devant la machine, un gars de machine. Faire plus avec moins. Oui, merci, faire plus avec moins. Projet d'infrastructure, on a diminué la vitesse à laquelle on le faisait. Les taux d'intérêt ont tellement monté. Puis aussi, on va peut-être prendre un petit peu moins de chance, des fois, dans notre cas, c'est des facultés de fabrication. On va peut-être être sûr d'avoir un contrat ou un commitment de nos clients avant de dire qu'on va se lancer dans une nouvelle technologie. De notre côté, c'est sûr que l'achat de nouveaux équipements, on analyse plus longtemps pour être vraiment sûr que c'est le meilleur choix. Il faut avoir quand même un certain
fonds de départ, on pense pas juste à le financer à 100 parce que c'est ça, les taux d'intérêt sont un peu fous. Puis dans les projets de construction, mais c'est aussi les coûts de matériaux. De notre côté, nous, c'est la robotisation. On voulait implanter un nouveau robot l'année dernière, mais on l'a retardé suite à ça. On a réinvesti 1,5 million là, dans 3 nouveaux équipements numériques, là, CNC. Fait que on a fait un peu le contraire des autres, mais l'opportunité était là, puis les contrats aussi. Donc, comme on a vu, les entrepreneurs, pour la plupart, ont réussi donc à refiler leur hausse de coûts à leurs clients. Les gens essaient de trouver des solutions pour faire plus avec moins. Certains ont retardé des projets, ont calculé leurs choses, ils attendent vraiment plus d'être certains avant d'investir. Une autre entreprise, elle, au contraire, elle a investi de façon accélérée, mais parce qu'il y avait un contrat certain au bout. Donc ça, c'était pour l'année 2022. Regardons les projets que les entreprises ont en tête, donc en ce début 2023, parce que notre sondage porte majoritairement sur l'année 2022, mais les questions, les entrepreneurs ont été interrogés au début 2023. Donc, on peut voir donc les intentions d'investissement de couleur bleue. Donc, pour les nouveaux marchés, nouveaux clients, intention d'investissement en immobilisation équipement, ou aussi en développement de produits et de services. Donc, on peut voir que les intentions sont quand même assez élevées, au minimum aussi élevées que l'année précédente, donc au début de l'année 2022, malgré les taux d'intérêt et l'inflation. Même dans certains cas, les intentions d'investir, les projets sont même en hausse. Donc, malgré l'incertitude ou malgré le fait que ça coûte plus cher, ce qu'on comprend, c'est que les entrepreneurs considèrent probablement que ça va être de courte durée et ils veulent être prêts, ils veulent investir, ils ne veulent pas attendre que le rebond soit trop loin, ils veulent le faire le plus rapidement possible. Donc, notre deuxième sujet aujourd'hui, c'est les ventes. Je l'ai dit, globalement, 213 milliards de ventes en 2022, augmentation donc de près de 16 %. Voyons ce que ça donne pour nos chiffres. Si on commence par la droite complètement, en fait, on peut voir que 7 entreprises sur 10 de couleur orange ont eu une augmentation de leurs ventes d'au moins 5 % contre presque 1 sur 10 qui a eu une diminution de ses ventes. Si on compare donc les entreprises qui ont une croissance de leurs ventes par rapport aux années précédentes, on voit que c'est la plus forte croissance des ventes des entreprises. Plusieurs facteurs expliquent ceci. Comme je l'avais mentionné, il y avait du rattrapage à faire en 2021 pour l'économie. Ce rattrapage-là s'est poursuivi en 2022. Également, écoutez, ce sont des ventes en dollars courants. L'inflation de 6,8 % n'est pas étrangère à ça. Les prix de vente ont été augmentés, donc naturellement aussi, ça fait que si on vendait la même chose qu'avant, on le vend maintenant un petit peu plus cher. Donc, ça fait que le pourcentage augmente. Par contre, si les prévisions pour 2023 se matérialisent, on pourrait comprendre que l'année prochaine, cette barre-là serait beaucoup moins élevée. Donc, on pourrait s'attendre que l'année prochaine, qu'il y ait beaucoup moins d'entreprises qui auraient eu une croissance de leurs ventes. C'est ce que notre prochain baromètre nous dira. Si on veut savoir maintenant où vendent les entreprises, où vont les ventes, donc globalement, pour les 500 répondants, il y a 22 % des entreprises qui ne vendent qu'au Québec. Ensuite, il y en a 19 % qui vendent dans le reste du Canada. Il y en a 37 % qui vendent également aux États-Unis. Et enfin, 22 % qui vendent dans le reste du monde. Les plus petites entreprises sont évidemment plus nombreuses à se limiter au Québec ou au reste du Canada par rapport aux plus grandes qui sont plus à l'aise, qui ont plus de moyens pour exporter donc, aux États-Unis et dans le reste du monde. Troisième sujet aujourd'hui, ce sont les ressources humaines. Je n'oserais pas le qualifier de sujet de l'heure parce que il me semble que l'heure est assez longue. C'est plutôt, même pas le sujet de l'année, c'est le sujet de la décennie, si on peut dire. Donc, vous savez, attraction, rétention, relève, ce sont des enjeux critiques pour les entreprises. Voyons ce que disent nos chiffres cette année. Un peu comme on a fait pour les ventes, regardons à droite complètement pour l'année 2022. On voit que 4 entreprises sur 10 ont eu une croissance de son nombre d'employés d'au moins, ont eu une croissance donc d'au moins 5 % de leur nombre d'employés, contre 15 % qui ont eu une baisse du nombre d'employés, donc de 5 %. Si on compare par rapport à l'année précédente, donc il y a encore plus d'entreprises qu'en 2021 qui ont augmenté leur nombre d'employés, donc le rattrapage de production, donc le rattrapage d'embauche s'est poursuivi. Mais si on compare aux années pré-pandémiques,
c'est à peu près la même chose. 4 sur 10 augmentent leur nombre d'employés. Maintenant, ça, c'est pour des chiffres, donc embauche versus mise à pied, mais si on veut aller plus subtilement, regardons maintenant la perception des entrepreneurs sur les enjeux de main-d'œuvre. Je vais me tasser ce bord-là. Donc, à droite complètement, en bleu, on voit que 9 entrepreneurs sur 10 considèrent que les enjeux de recrutement sont assez ou très importants. Ce niveau-là, écoutez, par rapport à l'année 2021, c'est pratiquement le même chiffre, on est dans la marge d'erreur. Donc, c'est le plus haut taux jamais atteint en termes donc, de criticité de l'enjeu de recrutement de main-d'œuvre spécialisée. En orange, on voit que les 2 tiers des entrepreneurs considèrent que la rétention est un enjeu critique. C'est un petit peu moins élevé que l'année précédente, mais c'est au même niveau que les années pré-pandémiques. Et enfin, on voit que 3/4 des entreprises dans la zone en verte considèrent que la relève est un enjeu important. Les enjeux de recrutement et de rétention sont plus marqués pour les plus grandes entreprises. Quant à la relève, peu importe la taille, c'est un enjeu qui est vraiment important. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même si on a embauché autant en 2022 qu'on embauchait avant, la perception des entrepreneurs de la problématique, donc de la gravité de la problématique de recrutement, est restée élevée. Donc, on embauche autant qu'avant, mais on trouve encore ça aussi, encore plus important qu'avant, que c'est un problème, le recrutement. Donc, c'est une chose à retenir. On dirait que les entrepreneurs, de plus en plus, se rendent compte que ce n'est pas un phénomène passager, c'est un phénomène critique. Donc, même s'ils réussissent à embaucher, ils sentent que ça les rattrape et ça les ralentit même. Maintenant, ces enjeux-là de main-d'œuvre ont des impacts importants sur les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les entrepreneurs? On voit que plus de 9 sur 10 ont augmenté les salaires. Ce paramètre-là, d'ailleurs, est même en hausse, et même encore plus important que l'année dernière. 8 sur 10 ont augmenté donc, la conciliation travail-vie personnelle, donc la flexibilité des horaires. Donc, quand on voit des solutions qui sont implantées par 8 ou 9 entreprises sur 10, on ne peut pas considérer que c'est un facteur différenciateur. C'est juste que c'est les entreprises qui ne le font pas qui sont dans une zone problématique parce qu'à peu près tout le monde le fait. On voit que les 2 tiers des entreprises ont embauché des travailleurs moins qualifiés que souhaité. L'année passée, c'était le 3/4 des entreprises qui avaient fait ça. Donc, on voit qu'il y a une petite baisse à ce niveau-là. Peut-être que les entrepreneurs se sont dit, des travailleurs moins qualifiés qu'on aimerait, ça peut peut-être apparaître comme une solution à court terme, mais ça peut occasionner d'autres problèmes aussi. Donc, on verra au cours des années prochaines si cette tendance-là donc, se maintient. On voit que les 2 tiers des entreprises donc, ont fait des efforts pour améliorer l'attractivité, l'image de l'entreprise, ce qu'on appelle dans le fond le marketing employeur. Cette solution-là est de plus en plus populaire chez les entreprises. Un peu plus de la moitié ont bonifié les avantages sociaux. Un peu plus de la moitié également ont implanté des technologies numériques. L'implantation des technologies numériques, ça a 2 effets positifs. Donc, premièrement, ça aide à faire plus avec moins de personnel quand ça fonctionne bien. Mais également, ça aide à attirer et retenir les jeunes. Vous savez, les jeunes aiment beaucoup ça, tout ce qui est technologique, donc les bébelles, comme on peut dire. Donc, quand une entreprise est plus technologique, ça a un effet pour attirer les nouveaux employés. Donc, on voit que près de la moitié des entreprises ont mis en place ou bonifié un programme de formation. 46 % donc, ont recruté à l'étranger et 44 % ont imparti certaines tâches, certaines activités hors de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Je vous propose d'écouter les entrepreneurs pour notre 2e capsule vidéo pour savoir ce qu'ils ont à nous dire à ce sujet. On voulait garder nos employés, c'est sûr qu'on n'a pas eu le choix d'ajuster les salaires. Dans notre cas, nous autres, chez Gilbert, on a fait faire une étude salariale en Estrie. Ce qui attire le plus les employés aujourd'hui, c'est le salaire. OK? Les avantages sociaux viennent après, OK? Mais pour retenir un travailleur, aujourd'hui, il faut que le salaire soit présent parce qu'avec la pandémie puis la pénurie de main-d'œuvre, c'est exponentiel les salaires. C'est tout simplement de la surenchère. La flexibilité des horaires, bien ça aussi, on a été obligé d'être assez consignant là-dessus. Là. Travail-famille, comme on dit, on n'a vraiment pas le choix. Fait qu'on s'est adapté aussi à ça dans les 3 dernières années. Le recrutement à l'étranger, depuis 2014 qu'on recrute à l'étranger, on a recruté beaucoup de travailleurs philippins, des Mexicains, des Tunisiens.
On est rendu à peu près autour de 24 travailleurs étrangers sur une population en usine de 55 à 60 employés. Si on n'aurait pas eu les travailleurs étrangers, Gilbert n'aurait jamais eu une croissance aussi grande dans les 10 dernières années. C'est vraiment ce qui nous a propulsés. Avant tout, à un moment donné aussi, on a réalisé qu'il faut garder nos employés. Fait que hausse de salaire, mais hausse des conditions, puis toutes sortes d'initiatives pour rendre la vie agréable, le plus agréable possible à nos employés. Avant tout, c'est la rétention, parce qu'un travailleur qui part, on l'a chiffré, nous autres, un travailleur expérimenté qui part, ça coûte cher. Nous, on a fait les deux. On a fait les travailleurs étrangers. On va avoir 23 Philippins chez nous. Mélangé avec la robotisation. On a investi beaucoup dans la robotisation des dernières années. Plus la numérisation. On travaille beaucoup dans le 4.0. Donc, tout ça mélangé ensemble, c'est ça qui nous permet de grandir. Nous, notre recrutement, qu'est-ce qui nous a aidé, c'est on a fait une campagne de recrutement sur les médias sociaux. L'année passée, on cherchait beaucoup de monde. Puis, on a augmenté nos salaires, on s'est mis au marché. On a fait notre campagne de recrutement. On a réussi à embaucher des gens très qualifiés. Il faut se vendre. Avant, c'était les employés qui se vendaient, mais aujourd'hui, c'est nous qui... C'est l'employeur qui faut se vendre. Un des aspects qu'on a porté une attention particulière, c'est sur le climat de travail. Au sein de notre équipe de production, on avait certains joueurs qui voyaient plus souvent le verre à moitié vide plus qu'à moitié plein. Bien, on a quand même clairement mentionné que là, maintenant, cette attitude-là ne nous convient plus. On a dit là, on veut une belle ambiance de travail. On veut avoir du plaisir au travail. Puis, bien, il n'y a pas personne qui est attaché à son établi. Il n'y a pas personne qui est obligé de venir travailler chez nous, là. Et quand on sélectionne des gens, bien, c'est ça. Le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Mais aujourd'hui, ça prend tout l'ensemble. Non seulement salaire, bénéfices, puis sorties, puis aussi, qu'est-ce que vous voulez dans le travail? Qu'est-ce que vous ferait plaisir? Qu'est-ce qu'on fait comme différence? Attirer le monde, mais ça prend soin personnel, ça c'est sûr. Les managers bienveillants. Donc, comme on a vu, augmenter le salaire, augmenter la flexibilité, c'est bien beau, mais c'est plus suffisant. Les gens nous ont dit qu'ils ont travaillé sur le climat de travail, essayer de rendre le milieu de travail plus agréable, moins tolérer les comportements déviants. Le recrutement à l'étranger, on en entend de plus en plus parler, c'est une solution pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup de nos membres nous disent on en a 10, 20, 30 travailleurs étrangers dans l'usine, puis si on ne les avait pas, on ne serait juste pas capable de sortir nos commandes. En fait, ils ont déjà de la misère à sortir, ça sera encore pire. Donc, la robotisation, numérisation, toujours des solutions, j'allais dire populaires, mais qui vont être de plus en plus importantes. Marketing employeur, réseaux sociaux, donc se faire connaître. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Les vieux comme moi, c'est pas comme ça qu'on va nous chercher, là, mais les jeunes, ils aiment ça. Donc, c'est la façon d'aller chercher la nouvelle génération. Également, miser sur la rétention des employés. Recruter, c'est beaucoup plus difficile que de garder les bons employés. Donc, maintenant, si on regarde au niveau de la quantité des postes qui sont ouverts, j'attire votre attention sur la première donnée en rouge ici. Donc, on voit que pour l'ensemble des répondants en 2022, il y avait 9,1 postes d'ouverts. Évidemment, le nombre de postes ouverts croît avec la taille des entreprises. Rapidement, on parle de 4 500 postes pour notre échantillon, 25 000 pour notre population d'enquête. L'année dernière, c'était 36 000. D'ailleurs, l'année dernière, on voit en vert, donc 12,0. C'était donc le nombre moyen de postes ouverts. Donc, c'est moins pire, une baisse de 25 mais il en reste quand même 9 postes en moyenne d'ouverts dans les entreprises. Et le nombre de postes ouverts est le même que les années pré-pandémiques. Maintenant, cette année, on a essayé de mettre un coût là-dessus. Ce que je vais vous montrer là, ce sont des estimations. Donc, on a une estimation donc, pour tous les répondants de 840 000 pour l'entreprise. Je le mentionnais, c'est une estimation. Tantôt, quand je parlais de postes ouverts, l'entreprise dit, ben, regarde, 1, 2, 3, je n'ai 8. Donc, ça, c'est facile, on additionne, on peut faire des belles multiplications puis trouver le nombre total. Dans ce cas-ci, c'est une estimation, donc il y a beaucoup de facteurs. Ce qui est important, ce n'est pas tant le 840 000 c'est
En 2019, on avait posé la même question. Les entrepreneurs nous disaient, en moyenne, la pénurie de main-d'œuvre me coûte 565 000 $. Donc, la perception des employeurs, c'est que la pénurie de main-d'œuvre leur coûte de plus en plus cher. Donc, en 3 ans seulement, il y a une augmentation de 50 de ce qu'ils perçoivent comme étant les effets négatifs, donc de ce que ça leur coûte, le fait de manquer de personnel. Ça, c'est quand même intéressant de le noter. Maintenant, une des façons, lève-le mon 50 Maintenant, une des façons de pallier la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'utilisation accrue des nouvelles technologies, donc numérisation, robotisation et tout ça. Globalement, les investissements en nouveaux équipements et en technologie ont augmenté par rapport au chiffre d'affaires des entreprises, ont augmenté en 2022. Vous trouverez ces informations-là dans notre document du baromètre, là, comme je vous le mentionnais, que vous pourrez récupérer à la sortie. Donc, il y a eu plus d'investissements. Est-ce que ça se traduit par plus d'intégration de nouvelles technologies ou on n'a pas plutôt au contraire continué dans les technologies qu'on maîtrisait déjà ou qui étaient déjà en implantation? Alors, voyons ce que ça donne. En fait, premièrement, la première question qu'on a posée, on commençait par le début, on a demandé aux entrepreneurs, est-ce que c'est prioritaire, est-ce que c'est un enjeu critique pour vous, l'intégration des nouvelles technologies? C'est à 75 % qui ont répondu oui. Le niveau d'importance de l'intégration des nouvelles technologies croît avec la taille des entreprises, mais globalement, c'est 75 %. Et ici, on a mis les deux groupes, le plus petit groupe, 10 à 19, puis le plus grand, 10 à 500, donc le groupe mitoyen, le chiffre est à peu près entre les deux. C'est juste pour alléger la lecture qu'on a mis le moins de chiffres possible. Maintenant, quand on parle d'intégration des technologies numériques, on a demandé aux entrepreneurs cette année, mais qu'avez-vous fait avant? Est-ce que vous êtes lancé comme ça ou avez-vous fait des étapes préliminaires avant d'en arriver à l'intégration des technologies numériques? On peut voir que 8 entreprises sur 10 ont mis à niveau leur équipement informatique. Peut-être que pour les 20 % ils étaient déjà à niveau ou ils l'ont découvert plus tard. Donc, c'est 8 sur 10. Seulement 60 %, en fait, 6 entrepreneurs sur 10 qui ont mis en place un logiciel de type ERP. D'ailleurs, mes collègues qui font des diagnostics me le confirment régulièrement. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore mis en place de système ERP. Donc, avant d'arriver à des technologies de pointe, en général, on va essayer de commencer par la base et le système ERP est souvent une bonne étape préliminaire. Près de la moitié ont réalisé un plan numérique, donc un plan numérique qui va nous aider à trouver qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre, avec quels moyens, avec qui, etc. Donc, on peut supposer que les gens qui n'ont pas fait de plan numérique l'ont fait à mesure qu'ils ont commencé finalement leur intégration, parce qu'à quelque part, à un moment donné, ça va prendre de la planification. Et enfin, il y a seulement 4 entreprises sur 10 qui ont planifié la mise à niveau des compétences de leurs ressources humaines. Et ça peut être problématique parce que même si on a le bon robot, la bonne technologie, la bonne machine, le bon logiciel, si les gens dans les bureaux sur le plancher n'ont pas la connaissance, l'expertise, la compétence de l'utiliser à leur plein potentiel, il est possible et même probable que les résultats ne seront pas nécessairement au rendez-vous autant qu'on voudrait. Donc, c'est une étape qui, malheureusement, est négligée. Pour ceux qui étaient là lors des éditions précédentes, il y a plusieurs technologies numériques dont on suit l'implantation, et ça depuis plusieurs années. Donc, on peut voir dans la zone de couleur orange qu'il y a 3 entreprises sur 10 qui ont intégré donc l'interconnexion des équipements, la surveillance et le contrôle en temps réel, également l'utilisation des plateformes mobiles connectées. Donc, ça, c'est les technologies qui sont plus accessibles, plus simples ou moins compliquées, c'est selon. Et quand on se dirige vers le bas, dans la zone orange, on voit en dernier 6 %. Donc là, on parle de prise de décision autonome par les systèmes, donc de machines qui pensent toutes seules. Là, évidemment, c'est pas pour tout le monde et c'est sûrement pas la première étape. Donc ça, dans la zone de couleur orange, c'est pour celles qui l'ont déjà faite. Pour la zone en vert, donc c'est la proportion des entreprises qui prévoient intégrer ces technologies-là d'ici 3 ans. Donc, on peut voir que le pourcentage d'intérêt va de 20 à 35 % pour ces technologies-là. Donc, est-ce que ça va tout se matérialiser? Sûrement pas, mais au moins l'intention est là. Si on compare nos résultats d'une année à l'autre, on voit que malheureusement, au cours des dernières années, ces intentions-là ne se sont pas nécessairement matérialisées en projets complétés d'intégration de nouvelles technologies. On semble plus intégrer ou continuer dans ce qu'on faisait déjà. Ce qui est pas mal en soi, ça dépend toujours de nos besoins, évidemment. Et enfin, dans la zone en bleu, ce sont les entreprises pour qui les technologies ne sont pas intégrées et pas prévues.
Évidemment, si la progression n'est peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, il y a des enjeux importants, il y a des freins importants. On va y revenir un petit peu plus loin. Si on regarde les données que je viens de vous présenter, mais qu'on les présente autrement, on peut voir ici, à gauche complètement, qu'une entreprise sur deux dans la zone en blanc a intégré aucune ou une seule technologie. Ça, c'est pour l'ensemble de nos 500 répondants. Et selon la taille des entreprises, bien, plus les entreprises sont petites, plus elles sont nombreuses à être dans la zone en blanc, donc la zone de 0 ou une technologie d'implanter. Dans la zone en vert pâle, on voit celles qui ont intégré 2 à 3 technologies, en vert plus foncé, donc les 4 à 5, et la petite zone en haut, vert plus foncé, donc c'est celles qui ont intégré 6, 7 ou 8 technologies. Pour ceux qui ont lu notre document, encore une fois, l'année passée, donc la zone des 0 et 1 technologie n'a pas beaucoup bougé au cours des dernières années. Donc, ça confirme le fait que même si les investissements sont en hausse, les entreprises se sont plutôt concentrées à terminer les projets qui étaient déjà commencés puis investir dans ce qu'on maîtrisait déjà ou dans ce qu'on avait besoin là, à plus court terme. Mais on voit globalement qu'il reste quand même beaucoup de travail à faire car la moitié des entreprises manufacturières ont intégré 0 ou une seule technologie. Dans notre cas, là, on en a mesuré 8. Regardons maintenant qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui ralentit les entreprises dans leur intégration de nouvelles technologies. On peut voir que le 3/4 des entreprises disent manquer de temps ou manquer de personnel qualifié. Pénurie de main-d'œuvre. C'est une autre façon de le dire. Donc, c'est dans la zone en bleu, on peut voir 75 puis 75 pour donc les deux premiers freins. On peut voir par la suite, en bleu toujours, les 3 freins suivants. Donc, on parle de manque de connaissances sur ce qui est pertinent pour l'entreprise, de difficulté à évaluer le retour sur l'investissement ou l'importance du retard technologique. Donc, ça, la moitié des entrepreneurs disent c'est un frein pour moi pour avancer à ce niveau-là. Et le manque de financement, lui, c'est près de 4 entreprises sur 10. C'est quand même surprenant un peu parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de programmes avec Investissement Québec, avec la BDC et autres. Mais quand même, c'est une raison invoquée par 38 des entreprises. Ce qu'on constate en regardant ces chiffres-là, c'est que si on compare les données en bleu pour 2022 avec les données de couleur verte, donc sur la moyenne 2019, 20 et 2021, on voit que les freins sont de plus en plus importants. Donc, les entrepreneurs voient de plus en plus de freins. Écoutez, ce n'est pas 20 d'écart, mais quand même, il y en a plusieurs paramètres pour lesquels il y a une hausse. Donc, les entrepreneurs voient plus de freins qu'avant pour l'intégration des technologies numériques. Et j'ai mentionné tantôt, il y a autant de postes ouverts en 2022 qu'il y en avait avant la pandémie. Malgré ça, les gens voient les freins comme plus importants qu'avant. Donc, encore une fois, il y a peut-être une prise de conscience des impacts de la pénurie de main-d'œuvre sur les entreprises, sur leur développement à court ou moyen terme. Également, une autre donnée intéressante qui n'est pas montrée ici, c'est que les entreprises qui sont les moins avancées dans leur virage numérique sont celles qui voient le moins de freins et non pas celles qui voient le plus de freins. Donc, celles sont moins avancées, ce n'est pas parce qu'elles voient plus d'obstacles, c'est qu'elles en ressentent moins le besoin, voient moins l'urgence, ont moins d'intérêt envers ça. Donc, il y a peut-être d'excellentes raisons, on n'est pas ici pour juger, mais c'est quand même intéressant. On aurait pensé spontanément que celles qui sont moins avancées, c'est celles qui voyaient le plus de freins, mais nos résultats nous prouvent le contraire. Maintenant, je vous laisse avec notre capsule vidéo. Pour beaucoup d'entrepreneurs, se faire un plan numérique et tout, des fois, il va plus à l'instinct, à l'opportunité, l'équipement, la robotisation. Puis on n'a pas nécessairement un plan tout 100% bien défini. Quand on commence à mettre le bras dans l'engrenage, bien là, les autres choses nous rattrapent. Si on décide d'acheter un robot, rapidement, on va réaliser il fallait faire une petite mise à jour de nos équipements informatiques. Bon, bien, on va le faire, mais qu'on n'a pas le choix. On a commandé le robot, il va falloir faire le reste. Là. Ça prend une ressource, soit une ressource interne ou un partenaire d'affaires en informatique qui va venir te supporter. Parce que sans ça, là, on a tous des petits Joe connaissants en informatique, puis on va tous être capable de se débrouiller. Mais faire un vrai plan numérique pour savoir j'ai-tu le bon logiciel ERP, j'ai-tu le bon infrastructure réseau, je m'en vais-tu cloud, je reste-tu on-premise, c'est super important. Puis quand on a fait notre plan numérique, nous autres, on l'a mis sur la table. Si c'était un enjeu, on a-tu ou non une personne à l'interne déjà pour nous supporter dans ces éléments-là? Fait que ça, d'avoir une bonne ressource pour t'accompagner,
au début d'un lancement numérique avec le ERP qui est le minimum, même la base pour se lancer là-dedans, partie ressources pour te supporter dans ces éléments-là, hyper, hyper important. Autant pour les budgets également, parce que si tu n'as pas planifié avec ton plan numérique, tu te garoches un peu n'importe comment, ben tu t'attendais que ça coûterait 100 000, mais finalement, ça va peut-être te coûter 100 200 000. Fait que c'est le plan numérique, finalement, il ne coûte pas trop cher là, à faire. Mais il n'y a pas longtemps, on parlait du budget du département TI. Il n'y avait pas nécessairement de plan numérique. Maintenant, c'est vraiment comme si là, ça prend un plan avec tout le piratage qui arrive. Alors, premièrement, parce que là, ça commence à coûter cher. Hein, fait que là, ça prend un plan, là, vraiment. Là. Dans les freins, pourquoi il n'y a pas tant d'évolution? Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier les 2 à 3 années qu'on était dans la pandémie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises sur pause, autant dans les investissements, dans la disponibilité des gens, dans la capacité à faire venir une personne en entreprise. Nous, on a acheté des équipements qui étaient des équipements à installer, puis on a fini par les installer avec une GoPro. Installer, c'est une casquette. Puis le monsieur était en Allemagne, puis il nous disait comment l'installer, parce qu'il ne pouvait pas venir l'installer. Encore la pénurie de main-d'œuvre aussi. Au niveau informatique, là, cherche un technicien informatique. Là, je veux dire, tu n'as pour des mois, on en trouvait un. Là, ça prend des ressources informatiques. Si tu regardes l'étude industrielle, la dimension des entreprises, bien, c'est sûr et certain que ça coûte cher, puis on n'a même pas parlé de cybersécurité. L'autre côté aussi que je peux comprendre que ça stagne un peu, tout le monde le sait, le transfert des entreprises. Ceux qui s'en vont à leur retraite, ainsi de suite. Puis ça, c'est loin d'être négligeable. Fait qu'eux autres, ils veulent pas trop investir pour pas affecter leur prix de vente. Ça prend juste une petite initiative. C'est ça que je me dis tout le temps. Tu sais, c'est un plan numérique, une petite initiative dans le plan numérique, ça te fait avancer, ça te fait progresser, ça te fait apprendre. Ça te fait apprivoiser, t'as moins peur de... Fait que c'est là qu'est arrêtons, parce que souvent, c'est ce que je vois, là. On le voit très gros, puis c'est très gros aussi. Prenons un petit élément, puis avançons dans cet élément-là, puis ça va te donner une confiance, hein? On parle de confiance, bien, bâtis la confiance, un petit succès, une machine connectée, un ordinateur à côté d'une machine avec les plans. C'est des petits succès qui vont faire que tu vas cultiver le numérique. Mais les gens vont réaliser, les employés vont réaliser les avantages. Puis c'est toujours dans le but d'aider. Hein? La première fois, nous, on a installé une cellule intelligente, puis quand on l'a installée, ça fait peur un peu aux employés, je vais perdre ma job, puis tout ça. Mais non, le but, c'est pas que tu perdes ta job, tu sais, c'est pas ça. On va modifier, on va former, puis tu vas rester ici, tu vas apprendre des choses. Fait qu'au début, c'est gros, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Un coup que tu es rentré dedans, ben, tu sais, c'est plus facile. Donc, excusez pour la transition tantôt, j'ai accroché le piton. Donc, on a vu côté préalable, donc le plan numérique, c'est quelque chose qui est peut-être laissé de côté dans certains cas, mais finalement, ça nous rattrape, puis on va le faire en cours de route, puis ça ne sera peut-être pas nécessairement plus efficace, et ça risque de coûter plus cher. Les entreprises nous disent aussi qu'elles ont besoin de support externe donc pour faire le plan numérique, puis ensuite l'exécuter, parce qu'on manque de ressources. Côté des freins qui nous empêchent donc d'avancer, donc la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, le transfert d'entreprise aussi à ne pas négliger. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer de main dans les 5 prochaines années. C'est sûr qu'un entrepreneur qui est sur le bord de vendre ne veut pas nécessairement endetter son entreprise, nuire au bilan, prendre des risques, c'est son fonds de pension. Donc, on peut le comprendre. Il ne faut pas juger, il faut plutôt comprendre, voir comment on peut travailler avec eux. Puis, bien, l'important, c'est de commencer petit, former les employés, parce que ça fait peur au début, mais ça se fait. Puis, un point aussi très important, c'est que plus on connecte nos machines, plus on a des chances d'avoir des brèches de sécurité. D'ailleurs, la cybersécurité, c'est notre 5e thème, donc je vais vous parler aujourd'hui. Je vais mentionner connecter des machines qui se parlent, surtout par les réseaux sans fil et ces choses-là. Ça peut être des brèches, surtout des fois, on connecte des machines qui sont très âgées, qui n'ont pas nécessairement les dernières mises à jour de sécurité parce qu'elles ne sont tout simplement pas disponibles. Première question qu'on a posée aux entrepreneurs, et le résultat peut paraître surprenant. On voit en bleu, il y a seulement les 2/3 des entreprises, des entrepreneurs qui considèrent qu'ils sont à risque de subir un incident de sécurité informatique. Donc, près à l'opposé, il y a quand même 33% des entrepreneurs qui disent non, c'est si pire.
ça m'apparaît beaucoup parce que, en fait, à notre avis, toutes les entreprises sont à risque, petites, moyennes ou grandes. Les grandes sont plus protégées, elles ont plus à perdre, mais bon, c'est peut-être plus facile pour un pirate d'attaquer 5 fois des petites que d'attaquer une plus grande. Le degré d'importance qu'on accorde, en fait, la crainte de subir un incident de sécurité informatique croît avec la taille des entreprises. D'ailleurs, et aussi, en fait, avec celles qui ont subi une attaque. Donc, les entreprises qui ont subi une attaque à taille égale ont évidemment plus peur d'en subir une deuxième. On dirait que quand tu t'es fait mordre une fois, tu as peur que ça se reproduise à nouveau. D'ailleurs, on voit que à droite, ici complètement en bleu, 3 entrepreneurs sur 10 avouent, en fait, avoir déjà fait l'objet d'incidents de sécurité informatique. Ce pourcentage-là augmente avec la taille de l'entreprise, augmente aussi avec le degré d'intégration des nouvelles technologies. Mais ici, il faut qu'on apporte un petit bémol. Les entreprises qui ne font pas de surveillance, ils sont peut-être l'objet d'incidents de sécurité informatique, mais s'en rendent peut-être pas compte. Donc, plus on surveille, plus on peut se rendre compte des fois qu'on a été victime d'une attaque. Parce qu'on pense souvent au rançongiciel, ces choses-là, mais des fois, l'attaque de sécurité, en fait, l'attaque sur les systèmes, c'est d'aller voler de l'information sur l'entreprise, ses produits, ses prix, ou de l'information sur les clients. D'ailleurs, il y a un grand donneur d'ordre de la Côte-Nord qui a subi une attaque informatique importante, les systèmes paralysés, ces choses-là, et ils ont révélé que la brèche de sécurité est venue par un de leurs fournisseurs qui s'en était probablement même pas rendu compte, et les pirates ont pris l'identité du fournisseur et ont communiqué avec le client. Donc, l'autre information importante aussi, c'est qu'on a demandé aux entreprises, OK, mais qu'est-ce que vous faites face à ça? C'est bien beau dire qu'on a peur, mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? On peut voir qu'un peu plus de 9 entreprises sur 10 ont mis en place un plan de sauvegarde, donc de backup de leur système. 8 sur 10 ont mis en place un logiciel de surveillance de leur réseau. Près de la moitié ont mis en place un plan formel de contingence conçu avec des experts conseils, parce qu'évidemment, les entreprises n'ont pas cette compétence-là à l'interne. 4 sur 10 réalisent des audits ou des tests d'intrusion avec, encore une fois, des experts en cybersécurité. Et enfin, 13 font en sorte que leur système soit fidèle et adhère en fait à une norme de sécurité reconnue en cybersécurité. Il y en a quelques-unes. Dernier thème aujourd'hui, 6e thème, en fait, c'est la gestion environnementale. C'est un sujet dont on entend plus parler qu'il y a 5 ans, puis on va en entendre encore plus parler dans les 5 prochaines années, c'est certain. Ce n'est pas une mode. Alors, on a commencé à poser quelques questions aux entrepreneurs, histoire de connaître un peu plus ce qu'ils font, puis on va creuser un peu davantage au cours des prochaines années. On voit à gauche, dans la zone en bleu, que 64 des répondants ont pris des engagements en matière de réduction de leur empreinte environnementale. Donc, du 64 il y a 13 qui ont pris des engagements chiffrés et les 51 ils mettent des choses en place, ils posent des gestes, mais sans nécessairement avoir un chiffre précis rattaché à ça. Le degré d'engagement croît avec la taille des entreprises. Également, donc, on a demandé, mais les gens qui font des choses, qu'est-ce que vous faites plus précisément? On peut voir qu'un peu plus de la moitié des entreprises ont carrément mis un plan d'action de réduction de l'empreinte environnementale. Chiffré ou non, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça dépend des entreprises, mais plus de la moitié ont documenté un plan d'action. Voici ce qu'on va faire. Près d'une entreprise, 2 entreprises sur 10, en fait, ils font en sorte que leur système soit fidèle à une norme reconnue, style ISO 14001, ISO 26000, LEED, etc. Donc, et enfin, une entreprise sur 10 ose publier ses résultats. Quand on publie nos résultats dans la communauté, ça prend des bons résultats et ça démontre tout le sérieux de notre démarche. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que ce sont les clients qui mettent la pression, qui demandent aux fournisseurs de faire quelque chose au niveau de la réduction de l'empreinte environnementale? Pour l'ensemble des répondants, on voit en bleu que seulement 17 des entreprises ont une demande ferme de leurs clients de réduire leur empreinte environnementale. Ce n'est pas beaucoup. Les plus petites entreprises sont moins nombreuses à avoir de la pression de leurs clients que les plus grandes. Mais également, si on considère maintenant seulement les 64 qui ont fait quelque chose. Donc, 17 ça, c'est toutes les entreprises,
toute taille confondue, tout secteur confondu. Si on regarde seulement les 64 qui ont fait quelque chose, c'est quoi le pourcentage? C'est le quart des entreprises. Donc, dans les entreprises qui ont mis des choses en place, des actions, qui posent des gestes, bien, il y a seulement le quart qui le font suite à une demande, suite à de la pression de leurs clients. Les 3/4 le font pour d'autres motifs. Certains pourraient dire plus nobles, mais enfin, le principal, c'est qu'ils passent à l'action. D'ailleurs, ça fait l'objet de la 4e capsule vidéo que je vais vous montrer. On va parler d'environnement avec les entrepreneurs. Je pense que tout le monde porte des gestes. Le problème, c'est de chiffrer. Pour nous autres, là, pour une petite entreprise, là, c'est de chiffrer la donnée. Combien qu'on va sauver. Là, oui, on fait tous des petits gestes. On essaie de changer les emballages. La membrane de styromousse, là, on va l'ôter, on va la remplacer par d'autres choses. Fait qu'on essaie de trouver des méthodes, mais d'aller la chiffrer. Mais encore là, pour chiffrer quoi? Mais c'est un sujet tellement nouveau, là, même si on a toute une bonne volonté au niveau de l'environnement. On veut tout faire pour la planète. Depuis 1 an, c'est encore plus fort. Mais soyons clairs, là, les petites PME ou les moyennes PME, on manque d'outils, on n'est pas encore équipés, on ne connaît pas c'est quoi. Mais moi, présentement, dans une PME, je vais tout vous dire, j'ai fait un mur solaire, c'est incroyable, nous avons économisé de l'énergie, mais dans les faits, tout mesurer, tout ce que je génère dans mon entreprise, pour avoir un plan de match chiffré, nous ne sommes pas prêts. Concrètement, que ça soit fonctionnel dans une production, quelles ressources qu'on assigne à ça? On a commencé là, un comité environnemental, mais de faire des actions dans la production, puis que ça n'ait pas d'impact non plus sur nos produits, c'est ça aussi, là. C'est pas évident. Puis combien de temps qu'on accorde à ça? Quelle priorité on accorde à ça dans nos semaines? Le payback est où, aussi? Le payback est toujours quelque chose, il faut toujours le considérer. Nous autres, chez Metallus, on s'est engagé dans une démarche d'accréditation ISO 14001 qu'on a obtenue en décembre 2022. Mais dans tout ça, est-ce que tout est chiffré? On n'est pas rendu là. La seule chose qu'on a chiffrée, nous autres, c'est la réduction de la consommation d'énergie, d'électricité et puis de gaz naturel. C'est la seule chose présentement, puis il faut commencer quelque part. Comment ça l'a parti de dire on s'en va là-dedans dans ISO 14001? Ben, c'est une grosse étape. En fait, c'est un client qui nous l'a demandé. Grosse surprise. Non, mais ça la prochaine. Non, mais c'est vrai que ça vient de là, puis ça a pris. Ça n'a pas été le client, on n'a pas sauté dans les airs. Hey, moi, t'as dit de bonne idée, c'est grave. Ça l'a mûri, il nous l'a demandé il y a 5 ans, tu sais, puis il y a 4 ans, puis à un moment donné, il dit, bon, on est rendu là, on va s'embarquer, puis La pression des clients. Oui, c'est... On la sentir à partir d'aujourd'hui. Oui. Nous, de notre côté, on s'est enregistré dans... Ici, on recycle. On n'est peut-être pas à 14 000 heures pour l'instant, mais on a établi des politiques, on a mis en place, puis on en faisait un petit peu plus qu'on pensait. On se donne des défis avec ça. Mais la roue commence à tourner au niveau de l'environnement parce que les gouvernements mettent de la pression. On en entend de plus en plus parler. Puis, dans le fond, ça commence par les grosses corporations, puis ça va finir par descendre. Pourquoi on ne pense pas au niveau, mettons, les économies partage, exemple? Il y a beaucoup de choses pour développer ça, mais moi, je pense personnellement, c'est ça qu'il faut penser. Mais je pense que la question reste, quel est le réel impact sur la planète ou sur notre localité des gestes qu'on fait? Le recyclage, la bouteille d'eau, le verre de styrofoam, ce geste-là, quel est le réel impact? Donc, comme on a vu, les entrepreneurs ont des bonnes intentions, veulent poser des gestes, mettre des mesures en place. Par contre, il manque d'outils pour être capable de chiffrer les actions, les objectifs, les résultats, les impacts aussi de ce que ça va donner, parce que ça demande quand même certains efforts. Les gens aimeraient bien connaître ça. Il manque d'outils. Il manque aussi peut-être d'accompagnement, donc pour les aider là-dedans. Les entrepreneurs aussi ne veulent pas nuire à la production. Il manque encore de monde pour sortir la production qu'ils ont à sortir, donc ils ont besoin de concentrer quand même des efforts là-dessus. Et puis, les gens sentent certaines pressions. Puis ceux qui ont de la pression des clients, bien, ça mène plus souvent qu'autrement donc à l'adhésion à une norme reconnue.
Donc, je vous ai parlé de système aujourd'hui. Il y a 4 sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir parce que le baromètre nous a appris certaines informations, en particulier là-dessus. Donc, on a vu l'impact important de l'inflation et de la montée rapide des taux d'intérêt dans les entreprises. Ça a eu comme impact, bon, les entreprises, oui, ont augmenté leur prix, mais pas assez. Donc, la moitié des entreprises ont une réduction de leur marge bénéficiaire. Ça mène à plusieurs effets négatifs sur la compétitivité, entre autres sur la réduction, donc des investissements en immobilisation, en équipement. La moitié des entreprises ont d'ailleurs dû réduire leurs investissements et près d'une sur 10 a craint pour sa survie l'année dernière. Également, au niveau de l'enjeu des ressources humaines, il y a un peu moins de postes d'ouverts. En fait, en 2022, il y avait un peu moins de postes d'ouverts qu'en 2021. Par contre, la perception de la sévérité du problème de recrutement, elle, n'est pas à la baisse. Donc, c'est un enjeu de plus en plus critique pour les entrepreneurs. Ça a des effets importants. Écoutez, monter les salaires, les avantages sociaux, tout le monde le fait, c'est plus une façon. Donc, on mise davantage sur le marque employeur, le marketing numérique, donc pour recruter les gens, recrutement à l'étranger. Puis aussi, on mise plus sur la rétention. Garder nos bons employés, c'est plus simple que d'essayer de toujours aller en chercher des nouveaux. Au niveau de l'intégration des technologies numériques, pas de réelle progression d'intégration de nouvelles technologies. Les entreprises se sont concentrées sur les technologies qui étaient déjà en implantation, qu'elles maîtrisaient déjà. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de système ERP. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire au niveau des entreprises. Les entreprises voient de plus en plus de freins, donc qui, selon elles, les bloquent, qui les ralentissent, qui les empêchent d'agir au point de vue technologie numérique. Donc ça, également, elles auraient besoin d'aide. Il y a des enjeux également de cybersécurité. Si on connecte nos équipements, surtout s'ils sont plus âgés, il peut y avoir des enjeux donc de se faire pirater de l'information. Et enfin, la gestion environnementale. Écoutez, bonne nouvelle, beaucoup d'entreprises posent des gestes, peut-être pas aussi structurés et chiffrés qu'on aimerait. D'ailleurs, elles avouent qu'elles ont besoin d'aide. Mais enfin, le 3/4 des entreprises qui posent des gestes le font par acquis de conscience, pour être un bon citoyen corporatif et probablement aussi pour plaire à leurs employés qui doivent, on ne l'a pas demandé cette année, mais qui doivent probablement mettre de la pression également. C'est ce que j'avais à vous dire. Juste en terminant, donc, j'aimerais vous mentionner que donc, globalement, malgré la hausse des taux d'intérêt, malgré l'inflation, nos entreprises sont très confiantes. La plupart des gens acceptent le fait que ça se peut que ça ralentisse un peu, donc 2023, 2024, mais nos entrepreneurs sont déjà rendus plus loin. Ils voient le potentiel des prochaines années. Il y a beaucoup de projets d'acquisition en aéronautique, en transport terrestre, beaucoup d'investissements prévus dans les ressources naturelles et autres. Donc, il y a une belle opportunité pour nos entrepreneurs et c'est justement, ils veulent se positionner et investir tout de suite pour être prêts pour saisir ces occasions-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Comme l'a mentionné Richard, une copie du document complet de l'étude vous sera remise à la sortie de l'événement. Le document est également disponible sur notre site web. Avant de conclure ce bel événement, j'aimerais porter votre attention sur nos prochaines activités. Donc, le 8 juin prochain, notre tournoi de golf maillage stick marque son retour pour sa 16e édition au Country Club de Montréal à Saint-Lambert. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire rapidement parce que les inscriptions vont bon train. On va sûrement annoncer complet très bientôt. Le tournoi de golf maillage stick est un événement de réseautage convivial qui vous permet de découvrir à ciel ouvert une véritable salle d'exposition grâce aux différents exposants sur les tertres de départ. Je vous invite aussi à marquer donc la date du 26 octobre à votre agenda pour la 17e édition de la Journée d'honneur d'ordre fournisseur. Je vous rappelle que cet événement est le plus grand rassemblement de manufacturiers au Québec, donc je vous invite à ne pas manquer cet événement. Je veux aussi souligner, Richard va rester disponible si vous avez des questions suite à l'événement. Richard demeure disponible. Donc, en mon nom et au nom de toute l'équipe de STIC, je vous remercie chaleureusement pour votre participation
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt lors d'un prochain événement de STIC. Merci beaucoup.